Merci d'être présent ici dans le cadre des 50 ans de l'Association généalogique de l'Anjou, où nous avons organisé toute une semaine d'animation. Et ce week-end était le temps fort de cette animation. Et on a donc eu des conférences hier, ce matin. Et Bertrand Turc, qui a eu le plaisir de nous accompagner, est le dernier à passer. Voilà. Donc on a le plaisir de l'accueillir. Il est l'ancien directeur de l'entreprise Ernest Turc. Voilà. La famille Turc est originaire des Hautes-Vallées de l'Oisans, mais ça, il va nous en parler en détail. En 1875, Adolphe Turc s'installe à Angers. L'un de ses enfants, Ernest Turc, après avoir étudié l'horticulture en Angleterre puis en Allemagne, développe dans les années 20 la production et le commerce de bulbes rue des Ponts-de-Cé à Angers. Robert, l'un des fils d'Ernest, développe ensuite la culture des bulbes et la production de fleurs coupées. Dans les années 70, l'entreprise s'implante à Brain-sur-Lotion. Les établissements turcs disposent aujourd'hui de 2 sites de production, l'un en Anjou, à Brain-sur-Lotion, et l'autre en Bretagne. Son catalogue compte 2500 variétés, on pourra le montrer tout à l'heure, dont 250 créations en agapanthe, dahlia, alstromer et canna. Donc c'est l'histoire de sa famille et celle d'autres descendants, on en voit quelques-uns dans la salle, qui sont des descendants des colporteurs de l'Oisan. Et donc Bertrand Turc a eu l'amabilité de bien vouloir venir nous conter cette histoire. Je la remercie vivement et je lui laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Alors, ça va être une partie de l'histoire parce que je ne connais pas toute l'histoire des colporteurs. Didier connaît beaucoup d'histoires aussi sur les colporteurs. Il est allé beaucoup en Oisan pour collecter tout un tas d'informations et rencontrer des gens qui connaissent bien. Mais il se trouve que, bon, alors, moi je suis l'arrière-petit-fils de Adolphe Turc, qui est venu, donc qui était colporteur en Oisan, colporteur fleuriste, et qui est venu s'installer en Anjou. Donc j'ai un certain intérêt pour l'histoire de la famille, et puis j'ai aussi la chance d'avoir un petit peu de temps depuis à peu près 1 an pour collecter des informations, et nous avons pris la décision également d'écrire un petit livre ou un livre. D'accord. Écrire un livre sur l'histoire des colporteurs et l'histoire de la famille turque et de l'entreprise turque. Voilà, donc ça a été un peu l'occasion pour nous de collecter tout un tas d'informations, de rencontrer des gens de la famille et en dehors de la famille qui avaient des informations. Et je dois dire qu'on avait du mal parfois à établir un peu la vérité. Alors, il y a aussi ce travail de vérité qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des légendes, il y a des histoires qui sont racontées. Quel est le vrai du faux? Quelles sont les options qui paraissent crédibles? Quelles sont celles qui paraissent fantaisistes? Voilà, donc j'ai un peu le temps là, depuis quelques mois de travailler là-dessus. Et notre bouquin est en cours de réalisation, avec une petite cousine qui m'aide beaucoup à rédiger, à collecter des informations et à rédiger. Et notre bouquin devrait être prêt à peu près dans 1 an, le printemps 2024. Hein. Donc on vous le fera savoir parce qu'on essaiera de le vendre, hein, ce livre. Voilà. Donc c'est en tant qu'arrière-petit-fils de colporteur, et puis aussi avec la volonté de faire une synthèse un petit peu de l'histoire familiale que j'ai fait cette présentation, grâce à Didier aussi, qui doit être un peu impliqué dans cette association de généalogie. Voilà, donc les informations que nous allons discuter, moi je ne suis pas un généalogiste, hein, donc j'ai collecté un certain nombre d'informations, je vais vous les présenter. Madame, vous avez travaillé un petit peu sur des généalogies
En termes de technique, moi, voilà, j'ai sûrement des choses à apprendre. Donc, il faut plus le prendre comme étant un témoignage, une présentation, que quelque chose de très carré sur le plan de la théorie généalogique. Vas-y. Vas-y. Donc, l'intérêt, pour moi, ça a été de collecter des informations. Et puis, récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un côté western dans cette histoire. Et quand on regarde la conquête de l'Ouest aux États-Unis, ben, il se trouve que ça se passe dans la deuxième partie du 19e siècle, qui vont vers l'Ouest. Et puis nous, c'est la même période et on est allé également dans l'Ouest, donc vers l'Ouest. Alors je trouvais ça marrant de faire ce parallèle. Donc l'idée, je vous en ai parlé un petit peu, c'était de formaliser si possible, un certain nombre d'informations qui étaient dans la famille ou qui pouvaient être en dehors de la famille pour comment dire, essayer d'écrire quelque chose qui soit cohérent. Alors, le plan est en trois parties. Donc, on va parler des colporteurs fleuristes, hein, qui ils sont, quand est-ce que ça s'est passé, où est-ce que c'était, combien ils étaient, pourquoi ils ont fait tout ça. Hein. Le deuxième chapitre, c'est un peu l'aventure, le commerce, les migrations, puis l'installation en Anjou. Et la troisième partie, c'est que sont-ils devenus. Donc là, c'est plus l'histoire récente et l'histoire de l'entreprise Ernest Turc, qui est en Anjou, donc, et qui a une activité commerciale. Vas-y. Donc, formaliser la vérité, j'en ai parlé. Cette famille a une histoire qui se transmet et qui évolue dans le temps. Raconter cette histoire, il y avait aussi l'intérêt que je pouvais trouver dans ces deux régions, donc l'Oisans et l'Anjou. L'Oisans, je le connaissais assez peu jusqu'en 2021. L'année dernière, on est parti faire des séjours là-bas avec une partie de cousins turcs qui sont à Mazé. Et que moi je ne connaissais pas plus que ça. Mais du coup, on est parti avec eux. On a beaucoup échangé parce qu'eux avaient leur histoire de famille, avec, pareil, les ancêtres. Il se trouve que, bon, on se retrouvait évidemment quelque part, hein, dans l'histoire. Et donc, c'était très intéressant. On a rencontré le maire de communes, entre autres Venosque. On a rencontré également des anciens qui ont l'histoire, des anciens et des anciennes, du reste, qui ont pu travailler avec des colporteurs, qui ont pu travailler dans les alpages et qui nous ont raconté en fait comment tous ces colporteurs travaillaient. Hein. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'était évidemment un certain nombre d'anecdotes qui peuvent être un petit peu humoristiques, et puis la curiosité qu'on pouvait avoir par rapport à cette histoire. Alors, les colporteurs fleuristes, enfin, d'abord, avant d'être colporteurs, ils étaient agriculteurs. Hein. Et donc, les photos que vous voyez à droite, là, ce sont des photos d'agriculteurs en Oisans. Ils avaient plutôt des petites parcelles, et c'était de l'agriculture de subsistance avec des céréales, un petit peu de légumes, quelques bêtes, des moutons, éventuellement des porcs, et quand les affaires marchaient bien, une vache. Hein. Voilà, et ils étaient à différents niveaux, différentes altitudes, mais ils travaillaient grosso modo entre 800 et 1400 mètres, hein, l'essentiel du temps. Donc 6 mois par an, c'était la neige, et donc en fait on pouvait travailler que 6 mois par an. Alors on s'est posé un certain nombre de questions sur l'origine du nom turc, hein. Et donc on a une présomption forte sur le fait
que ce soit une origine de Turquie ou de Bulgarie dans ces coins-là. On n'en est pas complètement sûr. On a un certain nombre d'hypothèses qu'on va évoquer un petit peu plus tard dans la présentation, mais pour l'instant, il se trouve que c'est plutôt au niveau de la Bulgarie ou de la Turquie qu'on aurait nos origines. Voilà. Vas-y. Donc, je vous ai mis un certain nombre de cartes pour pouvoir se repérer. Donc, l'Isère, c'est un département. Et au centre de l'Isère, la ville de Grenoble, que tout le monde connaît. Et donc, au sud-est de l'Isère, vous avez cette région des deux Alpes, avec les montagnes de la Meije, la Barre des Écrins, le parc des Écrins, la ville de Bourdoisan. Hein. Voilà, c'est dans ce coin-là. Il y a plusieurs cartes là. Hein. Donc là, les deux Alpes, c'est donc la station de ski. Hein. Et la région qui nous intéresse, c'est la vallée du Vénéon. Et la vallée du Vénéon, c'est ça. C'est-à-dire qu'on part pas très loin de Bourdoisan et on monte. Là, on n'a pas Vénosque sur la carte, mais c'est par là. Après, on a Saint-Christophe, les Étages et la Bérarde. Avec les Écrins à 4000 mètres, là, et la Meije à 3982 mètres. Vas-y. Donc là, c'est une autre carte avec Bourdoisan, Saint-Christophe en Oisan, avec Venosque, donc la ville, ou le village tout du moins, d'où viennent la grande majorité des colporteurs qui sont venus en Anjou. Et là, en bleu, donc c'est les cours d'eau, et la vallée du Vénéon qui est là. Là, une autre carte avec Bourdoisan. Et puis la montée vers Venosque. Là, la station de ski des deux Alpes. Et de l'autre côté, Mont-de-Lan et Le Fresnay. Et d'après ce que j'ai pu lire, en fait, les différents colporteurs fleuristes viennent de ces trois communes, Le Fresnay, Mont-de-Lan et Venosque. Et là, on ne le voit pas forcément bien, mais les deux Alpes, évidemment, c'est en haut de la montagne. Là, on est dans la vallée, et là, on est également dans la vallée, à Mont-de-Lan. Et là, on appelle cette partie-là l'Alpe de Mont-de-Lan, et là, c'est l'Alpe de Venosque, hein, avec deux populations qui ne se sont pas toujours entendues. Hein. Et on a eu pas mal d'anecdotes justement sur le fait que, évidemment, les gens d'un côté n'étaient pas forcément copains avec ceux qui étaient de l'autre côté. Néanmoins, ils ont réussi à faire la station des deux Alpes. Les intérêts économiques ont peut-être à un moment donné primé. Voilà. Puis là, je trouvais intéressant de mettre aussi ce petit schéma-là qui explique en fait que cette vallée du Vénéon, d'où viennent les colporteurs fleuristes, en fait, elle démarre à 800 mètres. Et elle termine vers 1800 mètres. Donc on a à peu près 1000 mètres de dénivelé sur 35 km. Hein. Donc c'est relativement court, c'est par endroits très, très ardu. Et une des particularités de cette vallée du Vénéon, c'est qu'en fait c'est un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'échapper de cette vallée. On arrive tout de suite vers des sommets de 4000 mètres, quoi. Et donc ça peut expliquer le fait que des gens qui s'échappaient, en fait, et pourquoi pas des gens d'origine bulgare, turque, ou tout du moins des gens qui étaient pourchassés, en fait, se sont réfugiés dans cette vallée, mais finalement, ils ne pouvaient pas en sortir. Donc, ils y sont restés. Ça, c'est sans doute une partie de l'histoire. Et quand on
On aime ou on n'aime pas la région. Moi, évidemment, je l'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Mais c'est une région quand même assez dure. Hein. Il gèle 6 mois par an. Les montagnes sont très, comment dire, vas-y, passe, on voit une photo, je crois, après. Donc la montagne tombe vraiment de façon assez brutale dans la vallée. On n'a pas beaucoup de soleil. Hein. L'hiver, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de soleil. Hein. Et donc là, on est à Bourdaru, qui est juste à côté de Venosque, donc ce village d'où viennent la majorité des colporteurs fleuristes. Et notre arrière-grand-père travaillait là-haut et habitait là-haut. Donc il est à peu près à 1300 mètres dans un hameau, le Plénay. Hein. Et l'année dernière, on a retrouvé les ruines où ils habitaient. Et la personne qui nous a indiqué où étaient les ruines avait le nom de mon père. Donc je l'ai eu au téléphone. Bonjour, Robert Turc. Je vais vous expliquer là où habitait votre arrière-grand-père. Bon, c'était assez émouvant. Et donc on était avec les autres cousins turcs de Mazet qui ont la même origine en termes d'arrière-grand-père. Et donc voilà, on est monté là-haut avec nos sacs à dos et on est allé voir les ruines. C'était bien intéressant tout ça. Vas-y. Alors, les colporteurs, donc on se situe au XIXe siècle. Hein. On va voir que Adolphe Turc, là, qui est venu en Anjou, est venu s'installer en 1875. Il a démarré donc son activité d'agriculteur un peu avant 1850, et ses parents qui habitaient également le Plénay, eux ont fait un petit peu de colportage, mais ne sont pas venus jusqu'ici. Alors pourquoi les agriculteurs qui étaient là-haut ont commencé à descendre de leur montagne? C'était principalement pour nourrir la famille, parce que ça devenait compliqué 6 mois par an de pouvoir avoir suffisamment de revenus, avec des familles où il y avait quand même pas mal d'enfants. Enfin, la moyenne, je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais c'est sûrement supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Gagner de l'argent, bien sûr, et puis payer les impôts, parce que c'est une période où on a commencé à mettre un certain nombre d'impôts sur les gens qui travaillaient, hein, qu'ils soient agriculteurs ou colporteurs. Et du reste, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une partie de la taxation qui se faisait en fonction de votre titre. Si vous étiez agriculteur, vous pouviez être taxé d'une certaine façon, mais si vous étiez laboureur, vous étiez taxé d'une autre façon. Et si vous étiez colporteur fleuriste, encore d'une troisième façon. Donc, c'était au niveau de la généalogie et du tracking, c'était parfois un petit peu compliqué avec des gens qui ont le même nom, qui changeaient de profession. Mais ils ne changeaient pas de profession pour des raisons vraiment professionnelles, mais plus pour des raisons fiscales. Pardon ? Ça n'a pas changé. Et néanmoins, on a senti une certaine pression de gens qui, évidemment, ne supportaient pas vraiment d'être taxés, alors qu'ils ne gagnaient pas vraiment beaucoup, très bien leur vie, quoi. Hein. Alors là, vous avez une valise de colporteur que j'ai vue un peu par hasard à Menton, à Menton, au festival des jardins de la Côte d'Azur il y a 2 ans. Et c'est vraiment une valise de colporteur avec des tubes là, dans lesquels il y a des graines. Et ces tubes sont positionnés sur des planches. Et dans la valise, là, il y a à peu près 5 ou 6 niveaux de planches de tubes. Et donc j'ai essayé de récupérer cette valise, mais non, j'ai pas réussi. Alors, il y a un slide de botanique, parce que je savais qu'il y aurait au moins un botaniste cet après-midi avec nous. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent un peu à la botanique, dans toute cette région des Alpes, il y a un certain nombre d'espèces endémiques.
Et puis des produits qui m'ont, moi, un petit peu surpris. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant, par exemple, de tulipes ou de crocus, mais oui, il y a des tulipes sauvages et des crocus là-bas. Il y a des anémones, il y a des renoncules. Le lys martagon, on nous en a également beaucoup parlé. Et puis, vous verrez d'autres produits. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils avaient sous la main tout un tas de produits qu'ils pouvaient commercialiser, alors que, bon, auparavant, avant de faire du colportage, ils ne le savaient pas. Enfin, je veux dire, ils ne s'intéressaient pas beaucoup aux tulipes, ils s'intéressaient plus à leur agriculture pour vivre. Hein. Voilà, vas-y. Alors, ces colporteurs, quand ils ont commencé à voyager, il leur fallait des outils pour vendre. Hein. Donc, ils descendaient dans un premier temps dans les vallées à côté, où ils allaient vers Grenoble. Hein, et puis, ils partaient généralement pour des saisons courtes, en fait, pour l'hiver. Hein, et puis, ils vendaient leurs produits, et puis ils revenaient pour la saison d'été et s'occupaient de semer et s'occupaient également de la famille, etc. Bon. Alors, ils ont fait faire un certain nombre de planches qui correspondraient à ce qu'on a aujourd'hui sur des catalogues. Et alors, parmi les gens qui ont fait ces planches, il y avait, comment dire, sans doute des gens un peu techniciens et d'autres qui étaient plus artistes. Hein. Et donc, comme les végétaux, on les imagine. Par exemple, quand c'est une graine, ben, on ne voit pas le résultat. Quand c'est un bulbe, pareil, on ne sait pas exactement quelle couleur ça va avoir. Et donc, le colporteur fleuriste, qui n'avait pas forcément, en plus de ça, au début, une grande expérience des produits qu'il allait vendre, disait à celui qui faisait la planche en question, ben, écoute, moi, la plante, je la vois comme ça. Alors, la gentiane, ça peut être un petit peu comme ça. Par contre, la rose verte, c'est vrai que la rose verte, ben, elle n'existe pas vraiment. Hein, elle n'existe pas vraiment. Et bon, il y a une grande légende aussi sur la rose bleue, hein, et du reste qui a été vendue au tsar de Russie, etc. Bon, il y a une belle histoire. Et maintenant à Venosque, il y a même une route de la rose bleue. Donc c'est sympathique parce que voilà, la légende va être conservée. Hein, voilà. Et donc là, je vous ai mis quelques planches qui étaient utilisées par les colporteurs. Donc là, c'est un amaryllis. Un lys, donc là, on n'est pas trop loin de la vérité. Asphodèle, c'est pas mal non plus. Jacinthe. Jacinthe, c'est pas tout à fait ça, mais bon, au niveau de la fleur, c'est pas trop mal. Et juste pour vous donner un exemple de la fantaisie, j'ai vu une planche avec une jacinthe bleue, blanc, rouge. Donc, c'est clairement de la fantaisie. Voilà la rose verte qu'on voyait tout à l'heure. Alors j'en profite pour remercier le musée dauphinois, qui est un musée à Grenoble qui nous a beaucoup aidé et qui fait un travail remarquable sur l'histoire de la région et des colporteurs, et non seulement des colporteurs fleuristes, mais des colporteurs en mercerie. Voilà, Et c'est un petit musée, si vous allez à Grenoble, ça vaut le coup, c'est vraiment le musée dauphinois. Et ils ont fait tout un travail pour scanner toutes les planches qui étaient utilisées par les colporteurs fleuristes. Et du reste, ils voudraient bien qu'on leur donne un petit peu d'argent si jamais on publie dans notre livre. Bon, voilà, on verra. Ça, c'est une... alors, ces colporteurs fleuristes. Je disais tout à l'heure, au début, ils partaient dans les vallées aux alentours. Et puis, petit à petit, ils ont pris goût et ils sont allés un petit peu plus loin. Et ils ne partaient plus 6 mois, mais ils pouvaient partir 18 mois, puis 36 mois. Voilà. Et plus ça allait, plus ils allaient loin. Et c'est là aussi que l'histoire est intéressante, parce que après Grenoble, ils pouvaient retrouver la vallée du Rhône
et puis descendre jusque vers Marseille, la Côte d'Azur. Il y en a un certain nombre qu'on retrouve du reste sur la Côte d'Azur. Et quand ils voyageaient dans ces coins, ils complétaient en fait leur collection de végétaux avec des gens dans la vallée du Rhône qui pouvaient, par exemple, leur proposer des fruitiers, des arbres fruitiers, des petits fruits, des choses comme ça. Après, ils sont montés en région parisienne et ils pouvaient trouver des gens qui faisaient, par exemple, de la pépinière, des produits de pépinière. Hein. Et puis, à un moment donné, ils sont venus en Anjou. Okay. Et là, ils ont découvert qu'en Anjou, il y avait quand même un réservoir de végétaux très intéressant, et entre autres avec les rosiers de Douai-la-Fontaine, et puis bien d'autres produits, des semences, etc. Et ils ne se sont pas contentés de rester en France, ils sont partis un petit peu partout, et à commencer par l'Europe, hein. Donc l'Europe proche et puis l'Europe de l'Est, hein, jusqu'en Russie. Et on voit assez tôt, en fait, des colporteurs qui vont vendre à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à la famille impériale, mais aussi à des propriétaires qui ont des châteaux et des jardins, et des gens qui veulent avoir des collections de végétaux ou des végétaux pour montrer un petit peu à leurs petits copains que voilà, ils ont réussi et qu'ils peuvent avoir des jardins extraordinaires. Et ça, c'est une affiche que Didier m'a donnée la semaine dernière. Et ça, c'est une affiche c'est toujours un outil d'aide à la vente, hein, comme avec les planches. Et ça, visiblement, ça a été utilisé aux États-Unis par un colporteur qui est allé là-bas pour vendre ses végétaux. On va en parler un petit peu par la suite, un petit peu plus par la suite. Voilà. Alors, le circuit de 6, 18, 30 mois, j'en ai parlé. La Russie aussi. Et ce qui est intéressant, alors là, on voit la carte d'Europe. La Russie, alors je ne pense pas qu'ils allaient jusqu'au bout, hein, mais néanmoins, c'était intéressant. Et puis alors, ils avaient aussi un intérêt assez extraordinaire pour l'Amérique du Nord, centrale et du Sud. Et ces colporteurs sont partis. Alors, New York, la limite, c'était facile. La Nouvelle-Orléans également. Mexico, sans doute, ça devait être un petit peu plus compliqué. Et puis alors après, c'est des villes complètement improbables. Managua, au Nicaragua. On est au 19e siècle. Hein. Le Chili, la Havane, donc à Cuba, et puis en Europe, Istanbul, Izmir, l'Afrique du Nord. Voilà, Et alors on voit dans leur technique de vente, ils passaient des annonces dans les journaux où ils indiquaient que, par exemple, ils venaient à la Nouvelle-Orléans pendant un mois, du 1er au 31 mai, et qu'ils allaient s'installer à telle adresse. Et ils se faisaient livrer les végétaux depuis la France. Et les végétaux arrivaient, ils les mettaient dans leur boutique éphémère, les gens venaient pour les acheter, et après ils allaient dans une autre ville le mois d'après. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Et les ports de départ en France étaient Le Havre, La Rochelle et Bordeaux à l'époque. Voilà. Et c'est à cette époque que des gens de notre famille se sont installés en Espagne et à New York. Vas-y. Alors, là, c'est un arbre généalogique, j'étais obligé d'en mettre. Alors, on ne voit pas grand-chose. D'où vous êtes, vous ne voyez pas grand-chose. Bon. Alors, je vais vous faire... je n'ai mis d'autres derrière qui sont un petit peu plus zoomés, je dirais. Celui-là, c'est... on démarre là avec les parents, en fait, d'Adolphe Turc, qui sont Madeleine Turc et Jean Turc. Des gens qui avaient donc le même nom, qui se sont mariés, qui avaient le même nom. Au début, c'était un peu perturbant, mais on y arrive après. On s'habitue. Et donc, c'est Madeleine Turc, née en 1804,
à Venosque, et Jean Turc également, de Venosque, est né, lui, en 1800. Hein. Et puis, celui qui nous intéresse, il est là, c'est Adolphe. Donc 1845-1910, c'est lui qui est venu s'installer en Anjou. Et il a épousé une certaine Marie Bert. Ils ont eu un certain nombre d'enfants, dont Ernest, qui a donc fondé l'entreprise Ernest Turc, qui est aujourd'hui à Angers. Et puis, il y a eu un autre, Adolphe, qui lui est plus à l'origine de l'histoire de la famille turque, qui est à Mazet. Hein. Vas-y, tourne. Alors, attends, reviens. Là, sur la gauche, en fait, ce sont des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes noms. Donc, il y a une petite dizaine de noms qui ont traversé en fait les 2 siècles. Et on se rend compte qu'on a des cousins partout qui ont des noms Marigot. Ça, on le retrouve très fréquemment. Giraud. Donc toi, Didier, Giraud, hein, par ta maman. Hein. Martin. Donc nous, on avait des cousins, des filles turques qui ont par exemple épousé des Martins qui sont partis en Espagne. Giraud à nouveau, Marigot à nouveau, Turc, Balme, Ducine. Hein. Et puis il y a un nom qu'on ne voit pas là, mais qui est Vera. Voilà, ben, je l'ai mis en dessous là. Hein. Et du reste, c'est un descendant des Vera qui nous a beaucoup aidé sur cet arbre généalogique, quelqu'un qui se passionne pour la généalogie dans cette région de Venosque là. Et donc, ben, j'ai dû lister tous les noms. Ouais. Vas-y. Alors ça, je l'ai mis parce que je vous rencontrais aujourd'hui. Je l'ai eu aussi il n'y a pas longtemps par Didier. Donc c'était une façon de présenter en fait la généalogie d'une façon plus artistique. C'est vous qui l'avez fait? Ah bon, d'accord. Ok, bah, c'est intéressant. Donc, d'accord. Ok, non, bah, c'est super parce qu'en fait, bah, on voit, c'est tout de suite imagé, on voit qu'ils sont dans les montagnes et puis qu'ils ont travaillé le végétal. Voilà. Donc c'est, ouais, oui, oui, oui. Vas-y. Donc, ça, c'est l'arbre généalogique de la branche turque installée à Angers. Donc, Adolphe, c'est celui qui s'est installé ici, qui est venu ici, qui a eu, avec Marie Bert, ses enfants. Et donc là, on a Marie-Adrienne et Adrienne-Marie. Et en fait, on a découvert enfin, on a mis un peu de temps, mais en fait, il se trouve que Marie-Adrienne est décédée après 1 an, chose comme ça. Hein. Et donc, bah, celle qui est arrivée après a pris presque le même prénom inversé. Hein. Et ça, c'était aussi quelque chose de compliqué, parce que ça arrive assez souvent dans les familles, et quand on ne sait pas trop comment ça marche, on passe beaucoup de temps à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences avec les dates, donc voilà, mais c'est aussi en rencontrant des gens qui aiment bien la généalogie qu'ils vous expliquent tout ça. Voilà, et donc Ernest, mon grand-père, qui s'est marié avec Berthe Le Coconnier, qui ont fait Jean Turc, qui a été maire d'Angers, et puis Robert Turc, qui a passé toute sa vie dans l'entreprise Ernest Turc. Donc Jean Turc a eu 2 enfants, Philippe et Valérie, et puis Robert Turc a épousé Odile Tessier, et ont eu Elisabeth, qui est ici, ma sœur, ma grande sœur, Jean-Charles, mon grand frère, moi-même, et voilà, ils ont eu quelques enfants, et nos enfants, ben voilà, Harry Léo, lui c'est Léo, et Harry, il est là. Voilà.
L'histoire continue. Donc là, c'est la même chose, un petit peu plus détaillé, avec les dates de naissance. Alors, le côté vert et le côté bleu a une explication. Les gens qui sont en vert sont les gens qui ont travaillé dans l'entreprise familiale. Hein, voilà. Hein. Donc, Adolphe, Ernest, Robert. Alors, Jean Turc, il a travaillé dans l'entreprise familiale, mais il a fait de la politique toute sa vie. Il a été maire d'Angers il a fait 2 mandats, donc 12 ans, de 55 à 77. Il a été député 4 ans un peu avant, et il a été 45 ans conseiller général. Voilà. Du département de Maine-et-Loire, canton, je ne sais plus quel canton, pas très loin d'ici, j'imagine. Voilà. Donc on l'a mis en vert parce qu'il s'intéressait énormément à la vie de l'entreprise. Il venait toutes les semaines à l'entreprise, et Michel Velay, qui a dirigé l'entreprise quelque temps, pourra en témoigner. Hein, il l'a très bien connu. Voilà. Donc Michel Velay a dirigé l'entreprise après mon père Robert. Hein, et puis mon frère a travaillé. Moi, j'ai dirigé l'entreprise de 2009 à 2022, jusqu'à l'année dernière. Et puis actuellement, on a les enfants de ma sœur. Il y en a un qui s'intéresse à une activité de graines d'une entreprise, la ferme de Sainte-Marthe, qu'on avait repris en 2004. Hein. Et puis Mathieu Velay, qui lui est le nouveau patron de l'entreprise Ernest Turc. Voilà. Alors, ça, c'est une photo de l'arrière-grand-père Adolphe, qui a été prise à Tbilisi. J'ai beaucoup de mal à prononcer, je ne dois pas être le seul, capitale de la Géorgie. Et donc, il allait vendre ses plantes jusque là-bas, et on en a la preuve, hein, avec une photo qui a été prise par un photographe officiel, je dirais, à Tbilissi. Hein. Et cette photo est de 1874, et en 1875, il s'est installé en Anjou. Il est venu en Anjou pour s'installer. Donc c'était rapide. Alors, comme on parlait de généalogie aujourd'hui, j'ai remis un certain nombre de bullet points là, qui nous ont un peu, qui nous ont posé un certain nombre de questions. On a pu en aborder déjà tout à l'heure. Hein. Les gens qui changent de prénom pendant leur vie, alors ça n'a pas été facile, ça. Hein. Mais ça arrive quand même souvent. Et Ernest, par exemple, Jean Turc, maire d'Angers, s'appelait Ernest. Mais il a demandé à ce qu'on l'appelle Jean. Voilà. Et il y en a eu plusieurs, comme ça. Les familles qui peuvent avoir 2 enfants qui ont le même prénom, donc on en a parlé tout à l'heure. Les prénoms qui restent les mêmes à chaque génération, c'est vrai que c'est la règle des 20-80, mais des Jean, on en a beaucoup, des Ernest, des Adolphe. Et ça, c'est compliqué quand on fait le travail de généalogie, parce que des fois, il nous manque une date, soit une date de naissance, soit une date de décès. Donc on fait des suppositions, et c'est vrai que c'est compliqué s'ils sont plusieurs à avoir le même prénom. Hein. Les familles dont l'un des parents décède. Alors oui, les mariages successifs, c'est pareil, ça ne nous aide pas à déterminer exactement qui vient de qui. Hein. Alors j'ai appris ce qu'était l'endogamie. Donc l'endogamie, et ça s'applique complètement aux colporteurs de la vallée du Vénéon, c'est des gens qui se marient avec des gens du même milieu social. Hein, et c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes noms, les Véra, les Giraud, etc. Parce qu'en fait, ils ne sortaient pas tellement de leur vallée pour aller chercher l'âme sœur. Hein. Et donc dans le cas des Turcs, donc les parents d'Adolphe qui s'est installé ici, ils ont dû demander en fait au maire, je crois, l'autorisation, parce qu'eux portaient vraiment le même nom. Donc c'était encore un petit peu plus compliqué. Mais ça s'est passé, voilà, ça s'est passé.
Oui, alors sans compter les histoires avec des enfants hors mariage, reconnus ou pas. Hein, ça, c'est... Voilà. Mais j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais quand on commence ce petit travail de généalogie, c'est vrai qu'on ne connaît pas les pièges, quoi. Maintenant, je suis meilleur. Alors, le drôle de nom. Alors ça, c'est pareil, ça peut intéresser certains d'entre vous. La première fois où on voit le nom turc en Oisan, c'est en 1557 à Saint-Christophe. Saint-Christophe, c'est la commune qui est après celle de Venosque. Voilà. En 1658, un certain Pierre Turc est baptisé dans l'église de Venosque, fils de Ferréol Turc et Catherine Jourdan. Le même Pierre Turc reçoit le sacrement de confirmation. Donc ça, on a retrouvé ça dans des archives. Hein. En 1705, il apparaît comme laboureur. 19e siècle, sur la commune de Venosque, les Turcs apparaissent comme fleuristes. Alors, 1896, fin du 19e, à Saint-Christophe en Oisan, 23% de la population a le nom turc. Ouais. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas le pourcentage exact aujourd'hui, mais il y a beaucoup de Turcs. Hein. Et quand vous allez dans le cimetière de Saint-Christophe, c'est vrai que vous avez au moins un quart de tombes avec des Turcs. Alors, les origines possibles. Alors, il y a des côtés humoristiques et puis il y a sans doute des côtés un petit peu plus sérieux. Alors, le côté humoristique, c'était une idée que défendait mon père, mais en rigolant quand même, en disant que oui, Hannibal avait traversé les Alpes avec ses éléphants. Et donc, il y en avait un qui s'était sans doute perdu, et nous, on descendait de ce gars qui s'était perdu avec son éléphant. Voilà. Néanmoins, Hannibal est passé dans les Alpes, hein, et ça, même si c'est drôle, il y a peut-être quelque chose. Voilà. Après, si on cherche un petit peu plus sérieusement, je dirais, on trouve des origines magyares possibles, hein, avec des histoires de gens qui étaient en fuite, en fait, à l'époque, qui se sont échappés. Et comme ils venaient aujourd'hui de Hongrie, il est fort possible qu'ils soient venus dans ces vallées un peu perdues des Alpes où on ne pouvait pas les retrouver. Hein. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, comme la vallée des Vénéons, c'est une vallée de laquelle on ne peut pas sortir, ben, ils étaient coincés. Hein. Alors, les Sarrasins, les fameux chassés par Charles Martel, hein, pourquoi pas. On a vu aussi toute une histoire sur un sultan Zizim qui s'est installé dans le Dauphiné pendant une période très longue, hein, avec famille et toute une activité sociale autour de lui. Hein. Et puis, un certain nombre d'histoires. Alors, excusez-moi, j'ai fait une faute. C'est pas Solomon le Magnifique, c'est Soliman. Hein. Soliman, voilà. J'ai été repris par ma petite cousine qui a lu la présentation. Voilà, qui a trouvé ça. Et puis c'est pareil, Michel, on verra tout à l'heure, il y a une petite faute sur ton prénom. Donc voilà, il y a eu des pactes entre François Ier et Soliman le Magnifique pour aller contrer Charles Quint. Et il se trouve que pendant des siècles, il y a eu des populations d'Ottomans qui ont vécu dans le sud-est de la France. Il y a eu toute une flotte à Toulon, et avec des gens qui, en fait, ont pu déserter ou ont pu, en fait, rester sur place parce qu'ils n'avaient pas envie de revenir là-bas. Hein. Donc ça, c'est possible. Il y a d'autres histoires qui nous parlent de croisades, de retour de croisades, ou de pèlerinage avec des gens qui se sont installés dans le coin. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas la vérité, on n'est pas non plus historien, mais il y a des gens qui nous aident et puis qui creusent un petit peu quelques idées, qui tirent un peu les ficelles de la pelote de laine là, pour nous ouvrir un petit peu l'esprit. Alors, j'ai expliqué, oui, tout à l'heure, où les colporteurs partaient, donc Vallée du Rhône, région parisienne, puis Anjou. L'intérêt de l'Anjou, climat, sol, la diversité des productions qu'ils pouvaient y trouver pour compléter leur production.
le nombre d'acteurs dans le végétal, avec à l'époque les pépinières André Leroy qui étaient en plein apogée, hein, fin du 19e, et puis une logistique qui se mettait en place, hein, avec entre autres le train, l'inauguration de la gare d'Angers en 1849. Et donc c'est sûr que le train a été un élément extrêmement favorisant du développement du commerce, hein, dans cette deuxième partie du 19e siècle, où on pouvait aller partout, et entre autres en Europe de l'Est. Hein, en Europe de l'Est. Voilà. Alors, Adolphe Turc donc, s'installe à Angers en 1875. Chemin des Noyers, donc dans le quartier de la Madeleine. Hein. Et c'était pour lui un lieu de stockage, une base logistique. Et à l'époque, enfin tout du moins au début, il habitait toujours en Noisan et il venait faire son travail pendant les 6 autres mois de l'année, on l'a vu, où il passait beaucoup de temps en Anjou. Et puis après, petit à petit, les familles sont arrivées, même si pendant une longue période, les femmes, par exemple, repartaient toujours au pays pour accoucher. Hein. Alors, on l'a vu tout à l'heure, oui, les 3 principales communes en Noisan, c'est Venosque, le Mont-de-Lan et le Fresnay. Les noms, on les a vus aussi tout à l'heure. Donc ici, Louis Giraud donc s'est installé chemin des Vieilles Carrières. Donc ça, c'est un peu au-dessus de Montgazon. On est toujours un petit peu dans le même quartier, là, la Maître-École. On n'est pas très loin aussi d'une gare. Hein. Avec les familles Ducine. Hein. La famille de Didier donc, s'est installée plus du côté de Saint-James. Ultérieurement, au début, c'était... Ouais, et au début, c'était vers les Vieilles Carrières, chemin des Vieilles... Okay. Et puis on a aussi des Agrapars qui sont des cousins des Ducine, Vera, Martin et Marigot. Alors ça, c'est une carte d'Angers. Donc on voit la Maine qui est là, la ville qui à l'époque était comme ça, et donc le quartier dont on parle est celui-là. Hein. Donc c'était le quartier entre la place André-Leroy aujourd'hui, je dirais à descendre la rue Rabelais, et puis à gauche et à droite la rue Volnay, la Madeleine, Saint-Léonard, et puis l'actuel boulevard de l'Âtre de Tassigny, avec à gauche et à droite aussi là où étaient toutes les pépinières et tous les horticulteurs d'Angers, y compris les levavasseurs, les miniers. Enfin, Michel connaît mieux les noms que moi. Bertrand, les graines Bertrand, Delaunay. Oui, la rue Chèvre aussi. Voilà, donc c'était tout ce quartier d'Angers qui était donc un quartier pour les horticulteurs et les pépiniéristes. Hein. Et donc nos colporteurs fleuristes se sont installés dans ce quartier également. Ça, c'est Chemin des Noyers, le premier bâtiment pour Adolphe Turc. Donc on voit AD, ses initiales, Turc et Fils. Là, on a la famille donc de Adolphe, son épouse et donc les enfants. Donc Euphrosine Marie, qui est partie après vivre en Espagne. Là, nous avons Ernest, donc mon grand-père, Adolphe,
Marie-Euphrosine, son épouse, Lucien, qui est parti en Espagne, Adrienne Marie, parti en Espagne également, et puis Adolphe, qu'on a appelé nous Adolphe II, qui lui a plus été pour les établissements Pierre Turc à Mazé et puis Turciflore. Hein. Alors, Ernest Turc, mon grand-père, celui qui a monté l'entreprise Ernest Turc, en 1899, il avait aussi le goût du voyage. Alors, c'était voulu ou c'était pas voulu, c'était plus ou moins recommandé ou imposé par son père. On ne connaît pas tous les détails. Néanmoins, il est parti 1 an en Angleterre, dans le Kent, 1 an en Allemagne, dans à Bad Köstritz, qui est maintenant en Allemagne de l'Est, où il y a une école d'horticulture qui existe toujours. Et puis il est parti en 1909, il est parti un an en Espagne. En 1910, Adolphe I, son père, décède. Ça, c'est un catalogue, la couverture du catalogue de 1912 des établissements horticoles Turc et Fils. Et on voit un établissement à Angers, Maine-et-Loire, chemin des Noyers, et même maison, une adresse à Madrid. Donc, les enfants qui sont partis là-bas. Oui. C'est les Champs-Élysées de Madrid, c'est ça? Oui. Mais le numéro 43, quelqu'un est allé voir, mais n'existe plus, je crois. Je crois que c'est Jean Turc qui avait été. Voilà. Ça, c'était rue des Ponts-de-Cé. Donc, Ernest Turc s'était installé au 94 rue des Ponts-de-Cé. C'est à côté d'un... Maintenant, il y a un garage Mercedes, là, enfin, qui a été Mercedes pendant un temps. Il y a une résidence qui est le Puy-en-Sceaux qui est là. Donc ça, c'était l'activité horticole. Et en face, ils ont construit un bâtiment qui existe toujours, au 83 rue des Ponts-de-Cé. Et maintenant, c'est un bâtiment qui est habité par essentiellement des experts comptables et puis différentes petites sociétés. Hein, voilà. Ça, c'est un extrait d'un catalogue d'Ernest Turc qui a 100 ans. Hein. Et aujourd'hui, Ernest Turc travaille sur la collection de janvier 2024. Et il y a vraiment des similitudes, parce qu'on retrouve des anémones, des bégonias, des cannas, des dahlias, des glaïeuls. 100 ans après, on a toujours le même type de produit. Voilà. Alors, Ernest donc, décède à 50 ans en 1934, et ma grand-mère, Berthe, reprend l'entreprise jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, ce sont les deux enfants, Jean Turc et Robert Turc. Donc Jean qui a été maire d'Angers, et puis Robert, mon père, qui a dirigé l'entreprise. L'entreprise n'existerait pas si cette femme n'avait pas pris le relais au décès de son mari. Hein, et elle a travaillé dur. En plus, elle venait d'un milieu militaire où on n'était pas forcément très habitué à travailler la terre, à travailler déjà tout court. Mais on était plutôt, je dirais, à faire de la couture, du piano, du bridge. Voilà. Et c'était pas forcément très bien vu de travailler. Elle a eu quelques soucis avec d'anciennes relations. Voilà, mais elle a travaillé dur, et c'est elle qui a tenu l'entreprise jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avant que les deux fils, là, qui, étant dans leurs 20 ans, étaient capables de venir aider leur mère. Voilà. Alors, donc Jean et Robert viennent aider à partir de 1945. Jean Turc va faire de
de la politique. Mon père, Robert, va diriger l'entreprise, tout du moins, de la fin de la guerre, en prenant le relais de sa maman jusque dans les années 80. Hein. Et puis après, Michel Velay, qui a pris la suite du flambeau et qui a travaillé également au bureau. Enfin, il était président, Michel a été président du bureau horticole régional, coprésident fondateur de VG Police, et il a eu un rôle majeur dans la création et le développement de points de vente dans la franchise Jardiland, dont celui d'Angers. Voilà. Donc ça, ce sont des photos. Voilà, tu vois, Michel, ils se sont trompés. Excuse-moi. La photo est vieille, mais le texte doit être récent. Voilà. Donc là, on retrouve plusieurs générations. Là également. Donc ça, ce sont des gens qui retournent au pays. Avant la discussion tout à l'heure, on parlait des colporteurs qui repartaient au pays. Et on pouvait repérer ceux qui réussissaient et ceux qui ne réussissaient pas. Et en fait, les colporteurs fleuristes étaient ceux qui faisaient de très bonnes marges. Hein, par rapport à des colporteurs qui vendaient des tissus, qui vendaient des lunettes, qui vendaient des boutons, etc. Il y avait plus de concurrence. Là, ils vendaient un produit de luxe. Et sur ce produit de luxe, ils arrivaient à tirer des prix très intéressants. Et pour certains d'entre eux, de gagner de l'argent. Et donc, quand ils revenaient au pays, ils aimaient bien montrer qu'ils avaient gagné plus que les copains. Et donc, il y a eu, par exemple, au niveau des automobiles, c'était les premiers à avoir des automobiles. Hein. Et puis, au niveau des maisons aussi, dans la vallée du Vénéon, on reconnaissait les maisons des colporteurs qui avaient réussi au nombre de pans qu'il y avait sur un toit. Donc, les maisons à 4 pans étaient les maisons de ceux qui avaient réussi. Alors, il y a peu de maisons à 4 pans. Et il y en a un qui a poussé le luxe jusqu'à mettre des colonnes comme à la Nouvelle-Orléans devant sa maison pour montrer qu'il avait sans doute encore plus réussi que les autres. Voilà. Voilà, donc ça c'est mon père avec son sourire un peu taquin. Et puis Michel Velay, mon frère Jean-Charles, Philippe, les trois ayant travaillé ensemble dans l'entreprise pendant pas mal d'années, du coup au XXe siècle. Voilà. Alors, depuis l'entreprise, ce qu'elle est devenue, c'est une entreprise qui fait des semences et des bulbes. On a repris une activité de semences en 2004, hein, et puis on a rapproché des activités de semences avec des activités de bulbes dans les années 2009 et dans les années qui ont suivi. Voilà, donc ça aujourd'hui c'est l'entreprise, les produits qu'elle vend, et puis le laboratoire in vitro à droite, une photo, un champ de pied-mer à Brain-sur-Lotion, un champ de pied-mer de dahlia. Ah, pardon. Il n'est pas passé, ouais, il n'est pas passé la relecture aussi celui-là. Désolé. Voilà, 2023. Donc 2023, donc ça c'est l'entreprise à Brain-sur-Lotion. Ça c'est un produit. Ça c'était un jardin l'année dernière sous forme de rosace. On avait mis 400 variétés de dahlia, qui reste le produit phare de l'entreprise, dans une rosace qui faisait presque 100 mètres de diamètre. Voilà. Et puis ça, c'est une partie de l'équipe. Voilà, il y a une 50aine de personnes aujourd'hui dans l'entreprise. Voilà. Donc, pour conclure, je remercie évidemment les gens qui m'ont aidé et qui nous aident beaucoup pour le livre, qui est en cours de conception. Donc, les membres de la famille et puis d'autres familles du Vénéon comme notre ami Boost. Ma petite cousine qui m'aide beaucoup à rédiger le bouquin, les équipes d'Ernest Turc avec Sarah qui a fait cette présentation PowerPoint cette semaine. Et puis Mathieu Velay, le nouveau dirigeant qui aide aussi un petit peu financièrement. Enfin, c'est lui qui est garant de la suite du financement du bouquin.
hein. Donc je le remercie. Le musée dauphinois, j'en ai parlé tout à l'heure, avec des gens très compétents qui font de belles choses. Les archives départementales, dans lesquelles Florence a passé beaucoup de temps, autant en Isère qu'en Maine-et-Loire. Et puis le CCVS, avec le président qui est ici aujourd'hui, Luc Van Velde, qui m'a également beaucoup aidé avec des articles qui ont pu paraître dans la revue Hommes et Plantes, la revue du CCVS, qui a déjà évoqué le terme des colporteurs. Et alors le CCVS, vous pouvez aller voir Luc ou venir me voir, on pourra vous en parler. C'est une association qui est très intéressante. Et elle a un magazine qui s'appelle Hommes et Plantes. Et si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un abonnement pour 4 revues à 45 €. C'est vraiment pas grand-chose, 4 revues par an. Et c'est très intéressant. Il y a un exemplaire aussi de la revue pour ceux que ça intéresse. Il y a aussi le catalogue d'Ernest Turc et le catalogue de la ferme de Sainte-Marthe, pour ceux que ça intéresse de voir les produits que nous faisons aujourd'hui. Et puis un livre sur la Vendée qui a été écrit par quelqu'un du CCVS, Jacques Soignon, qui commence une collection sur des visites végétales, et il commence par la Vendée. Voilà. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, monsieur. Alors, on passe le micro parce que c'est enregistré. J'essaye de m'imaginer vers 1800 agriculteurs en Oisin, et il me semble que j'aurais quelques hésitations si je devais prélever des semences de fleurs en vue de les faire replanter autre part. Alors la question, est-ce que ces agriculteurs qui deviennent colporteurs, ils ont vraiment improvisé la méthode de prélèvement des pollens, etc. Moi, je pense qu'en fait, ils ont utilisé des produits locaux sans forcément faire beaucoup de techniques. C'est-à-dire qu'ils allaient arracher des rhizomes ou des bulbes de tulipes, de crocus. Hein. Ils allaient chercher des lys, les lys martagon. Pareil, ils prenaient le bulbe. Des rhododendrons, ils prenaient les racines. Voilà, je crois qu'ils faisaient plutôt ce travail-là plutôt que le travail de semencier. Voilà. Après, les semences, ils ont sûrement dû aller en acheter dans la vallée du Rhône, où il y avait déjà des maisons de semenciers. Après, ils en ont acheté à Villemorin, par exemple. Et puis, ils vendaient des graines Villemorin. Ça, on l'a vu dans un certain nombre de documents. Mais techniquement, je ne pense pas qu'ils étaient, au début tout du moins, avec une approche trop sophistiquée. Je ne pense pas. Une autre question ? Mais c'était une activité qui était répandue dans toutes les régions. Donc là, dans l'Oisan, c'était des plantes spéciales, mais ça devait se faire partout ailleurs, non? Dans d'autres régions des Alpes, non plus? Ce qu'on a vu au musée dauphinois n'évoque quasiment que la vallée du Vénéon, avec éventuellement des colporteurs qui viennent du Queyras ou qui viennent plus du côté de Briançon, mais qui ne sont pas forcément avec beaucoup de végétaux, hein, qui sont avec donc d'autres produits qu'on pouvait vendre dans les vallées, hein, ou dans les villes. Mais au niveau végétal, moi j'ai lu trois villages, donc Mondelan,
Venosque, hein, et puis ce qu'il y a derrière, le Freinet, voilà, le Freinet, la troisième. Oui, alors je suis parti en vacances parfois dans la vallée de l'Oisans, et c'est à Bourdoisan, je crois qu'il y a un musée aussi sur les colporteurs. Mais j'avais jamais entendu ce lien entre l'Anjou et l'Oisans. Donc c'est curieux de découvrir ça comme ça, parce que c'est une histoire assez remarquable. Et je voulais savoir si sur place, ils connaissaient ce lien et comment ça se passait, quoi. Alors sur place, ils connaissent très bien le lien. Il y a toujours des familles, déjà la famille turque. On a des cousins, nous là-bas, qui savent très bien qu'il y a une branche qui est à Angers. Voilà, donc quand on est allé l'année dernière, on s'est vu. C'était des espèces de retrouvailles de gens qui ne se connaissent pas. C'était drôle. Autrement, il y a un intérêt, par exemple, de la commune de Venosque sur toute une partie de la population qui est partie. Le maire de Venosque nous disant même qu'à une époque, ils ont été obligés, alors avant lui bien sûr, d'annuler des réunions du conseil municipal, tous les hommes étant partis en fait, pendant l'hiver. Donc il n'y avait plus de conseil municipal. Voilà. Il n'y avait plus de vie. Donc ils sont très très au courant. Ils essaient de remettre aussi dans leur activité un petit peu touristique quelque chose autour des colporteurs. Et puis des gens comme Didier, ici présent, a passé quand même beaucoup d'années de sa vie avec des cousins là-bas, mais qui sont intéressés par toute cette histoire. Hein. Et alors il y a eu aussi un effet inverse dont je n'ai pas parlé, qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à Venosque, il y a une mine d'ardoise, et il y a des gens de Trélazé qui sont partis de Trélazé pour aller s'installer à Venosque. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, on a une espèce d'aller-retour. Et donc, les politiques, enfin, on appelle ça les politiques, mais ce n'est pas des gens très politiques. Je dirais que les maires et les équipes municipales qui animent la vie des villages là-bas est intéressée par tout cela et nous demande du reste si on peut leur envoyer des bulbes, des hortensias pour... Oui, oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Vous avez en tête le nom de ces familles qui venaient de Trélazé? Ah, dommage. Je pense qu'étant une association de généalogie, on a un joli thème devant nous. Pardon. Parmi les hypothèses pour expliquer la présence de Turcs dans l'Oisans, on a vu par exemple cette histoire des rapprochements diplomatiques entre la France de François Ier et donc Soliman le Magnifique. Mais est-ce que l'Oisan faisait partie en 1500 du Dauphiné français, ou est-ce qu'au contraire il faisait partie de la Savoie, du duché de Savoie? On va laisser Didier répondre. Ben non, le Dauphiné, c'est l'apanage du dauphin, donc a priori, voilà, c'est tout. La réponse est dans... Oui. Merci. Je parle avec le masque parce que je ne veux pas contaminer le... Voilà. Donc moi, j'ai tout à fait par hasard connu... la famille turque, je connais toutes les pépinières qu'il y avait à côté de Mercedes, justement, parce que j'habitais par là. Mais autrement, j'ai connu l'histoire des colporteurs grâce à Terra Botanica, en y emmenant ma petite fille sans arrêt, parce qu'elle est passionnée de tout ça. Et quand j'ai vu que le salon, cette année, il était orienté sur le végétal avec
avec les colporteurs, évidemment, ça m'a intéressée aussi tout de suite. Et justement, j'ai vu l'arbre généalogique de Madame là-bas à Terra Botanica. En fait, Terra Botanica, c'est une source pour, comme là aujourd'hui dans le salon, il y a les frères du Petit Thouars, et là-bas, il y a l'histoire des frères du Petit Thouars, etc., etc. En fréquentant certains lieux, on fait des découvertes. Voilà. Je pense que... Je pense que l'avis de certains dans la salle concernant ce que Terra Botanica a fait de l'histoire des colporteurs de Loisan n'est peut-être pas aussi positif que ce que vous venez d'exprimer. Si je puis me permettre. Comment ? Ah ça permet, c'est une découverte, oui, oui. Oui, sur Terra Botanica, en fait, le projet était intéressant, mais ils l'ont fait beaucoup trop vite. Donc, il y a eu quelques petites erreurs, quelques petits oublis. Ils sont dans un processus de réflexion, justement, pour corriger un certain nombre d'erreurs. Donc, on a pris des photos récemment de choses qui ne sont pas forcément complètement correctes, et puis elles vont être corrigées au fil du temps. Mais voilà, c'était la vitesse qui a été un facteur déterminant quand ils ont mis en place, et voilà, il y a eu quelques petites erreurs. Oui, tout à fait, oui. Ça ouvre et ça explique un petit peu l'histoire dans la région. C'est vrai que c'est très bien. Monsieur, là, non, c'était monsieur sur les familles de gens de Trélazé. C'est assez facile, à mon avis, d'avoir des informations auprès de la mairie de Venosque, parce que ces familles-là sont identifiées. Enfin, celles qui sont restées, un certain nombre de descendants sont identifiés. Donc, ça doit être assez facile, je pense, d'en avoir quelques noms, tout du moins. Qui ont continué à émigrer. Donc eux, ils n'ont pas fait le western, ils sont allés vers l'est. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce qu'on peut clore ? C'est bon. Écoutez. Merci infiniment à Bertrand d'avoir accepté notre invitation et merci à toute la famille turque et aux autres, je pense à Didier, qui a été le premier contact que j'ai eu pour parler de cette histoire. Et merci à eux. Merci.